La carte de visite du collectif occidental est depuis longtemps le rejet du principe de l'égalité des droits et une incapacité totale à négocier. Habitués à regarder de haut le reste du monde, les Américains et les Européens font des promesses à tout va, prennent des engagements, notamment par écrit ou juridiquement contraignants, puis ils ne les respectent pas, tout simplement. Comme le relevait le président Vladimir Poutine, l'Occident est un véritable empire du mensonge. La Russie, comme tant d'autres pays, le sait de première main. En 1945, lorsqu'avec Washington et Londres, ensemble, nous achevions notre ennemi sur les fronts de la Deuxième Guerre mondiale, nos alliés de la coalition anti-hitlérienne préparaient déjà les plans de l'opération militaire intitulée Unthinkable, impensable, contre l'Union soviétique. 4 ans plus tard, en 1949, les Américains ont élaboré l'opération Drop Shot, consistant à lancer des frappes nucléaires de masse contre l'Union soviétique. Ces projets insensés sont restés lettres mortes. L'URSS a élaboré ses propres armes de vengeance. Il a fallu néanmoins que survienne la crise des missiles de Cuba en 1962, qui nous a précipités au bord de la guerre nucléaire, pour que l'idée de déclencher une telle guerre et l'illusion de pouvoir l'emporter cessent d'être le socle de la programmation militaire des États-Unis. Au moment de la fin de la guerre froide, l'Union soviétique a joué un rôle déterminant dans la réunification de l'Allemagne et dans la définition des paramètres d'une nouvelle architecture de la sécurité en Europe. Dans ce cadre, les autorités soviétiques puis russes ont reçu des garanties politiques concrètes de non-extension du bloc militaire de l'OTAN vers l'Est. Les enregistrements de ces pourparlers existent dans nos archives et dans les archives occidentales. C'est en accès libre. Mais ces promesses des dirigeants occidentaux n'ont été que mensonges. Ils n'avaient jamais eu l'intention de tenir leurs promesses. Les dirigeants occidentaux n'ont jamais semblé trouver gênant que rapprocher l'OTAN des frontières russes était une violation flagrante des obligations officielles prises au plus haut niveau dans le cadre de l'OSCE. Obligations consistant à ne pas renforcer sa propre sécurité aux dépens de la sécurité des autres et de ne pas laisser advenir en Europe une domination militaire et politique d'un pays, d'un groupe de pays ou d'une organisation. En 2021, nous avons assisté à un rejet hautain de nos propositions de conclure des accords sur des garanties de sécurité mutuelle en Europe, sans modifier le statut hors bloc de l'Ukraine. L'Occident a continué à mettre en œuvre systématiquement une militarisation du régime russophobe de Kiev, amené au pouvoir suite à un coup d'État sanglant et utilisé pour préparer le lancement d'une guerre hybride contre notre pays. La minorité mondiale essaye de toutes ses forces de freiner l'évolution naturelle des choses. Dans la déclaration de Vilnius de l'OTAN, le renforcement du partenariat entre la Russie et la Chine est caractérisé comme étant une menace pour l'OTAN. Le président Macron, prenant récemment la parole devant ses ambassadeurs à l'étranger, s'est dit sincèrement préoccupé par l'élargissement du groupe BRICS, ce qui témoignait, selon lui, d'une situation sans cesse plus complexe sur la scène internationale. Et je me réfère à ces propos qui risquaient d'affaiblir l'Occident, et notamment l'Europe. L'ordre mondial est en train d'être bouleversé, tout comme ses principes, ses différentes formes d'organisation. Organisation où l'Occident occupait et occupe toujours une position dominante. Fin de la référence à son propos. Que de révélations. Si quelqu'un se réunit sans nous, s'entend bien, sans nous, sans notre autorisation, eh bien, cela constitue une menace pour notre domination. La progression de l'OTAN dans la région de l'Asie-Pacifique, c'est une bonne cause. L'extension du groupe BRICS, ça, en revanche, c'est dangereux. La logique du processus historique reste néanmoins impitoyable. La tendance principale observée chez les États de la majorité mondiale est au renforcement de la souveraineté, à la défense des intérêts nationaux, des traditions, de la culture, des modes de vie. Ces États ne veulent plus vivre sous les ordres de qui que ce soit. Ils veulent développer des relations amicales et faire du commerce entre eux, mais aussi avec le monde entier, sur un pied d'égalité, dans l'intérêt mutuel de tous.
On voit se développer des organisations et des alliances comme le groupe BRICS ou l'Organisation de Shanghai pour la coopération, qui donne au Sud global la possibilité de se développer ensemble et de défendre sa place qu'il mérite dans l'architecture multipolaire qui se forme objectivement. Je crois que c'est après 1945, au moment de l'établissement de l'ONU, qu'une véritable démocratisation au niveau mondial a semblé possible. Cela inspire de l'optimisme à tous ceux qui croient à la primauté du droit international, ceux qui souhaitent voir renaître l'ONU en tant que centre de coordination de la politique mondiale. Une ONU où l'on résoudrait des problèmes ensemble, en trouvant un équilibre honnête entre tous les intérêts. Il est évident pour la Russie qu'il n'existe pas d'autre voie à suivre. Pourtant, les États-Unis et le collectif occidental qui les suit à la lettre, continuent à produire des conflits qui divisent artificiellement l'humanité en blocs hostiles et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs communs. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la création d'un ordre mondial multipolaire équitable. Le tout parce qu'ils cherchent à contraindre le monde à jouer selon des règles qui les aident à défendre leurs intérêts étriqués. Je voudrais appeler les politiques et diplomates occidentaux à relire encore une fois attentivement la Charte des Nations Unies. La pierre angulaire de l'ordre mondial créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le principe démocratique de l'égalité souveraine entre États, grands ou petits, indépendamment de leur forme de gouvernement ou de leur structure politique interne ou de leur ordre socio-économique. L'Occident continue à se considérer comme étant au-dessus du reste de l'humanité. Cela s'inscrit dans le droit fil de l'affirmation de M. Borrell, chef de la diplomatie européenne, quant au fait que l'Europe serait un jardin en fleurs, entouré par la jungle. Il ne semble nullement troublé par le fait que dans ce jardin, on assiste à une débauche d'islamophobie et d'autres formes d'intolérance envers les valeurs traditionnelles de toutes les religions du monde. Les autodafés du Coran, les affronts contre la Torah, la persécution des serviteurs du culte orthodoxe, tant d'autres actes consistant à bafouer les sentiments des croyants sont devenus choses courantes en Europe. Une autre violation grossière du principe de l'égalité souveraine des États est le recours par l'Occident à des mesures coercitives unilatérales. Dans les pays victimes de ces sanctions illégitimes, et il y en a de plus en plus, on sait bien que ces restrictions portent atteinte en premier lieu aux droits des plus vulnérables. Cela engendre des crises sur les marchés alimentaires et énergétiques. Nous continuons à insister pour que soit immédiatement et entièrement levé le blocus commercial, économique et financier imposé à la Havane et qui est sans précédent dans ce qu'il a d'inhumain. Blocus qui est donc imposé par les États-Unis. Nous appelons également à ce que soit annulée la décision absurde de considérer Cuba comme un pays soutenant le terrorisme. Washington doit renoncer, sans condition préalable, à la politique de l'étranglement du Venezuela. Nous exigeons la levée des sanctions unilatérales des États-Unis et de l'Union européenne contre la République arabe syrienne. Ces sanctions sapent ouvertement son droit au développement. Toute mesure coercitive appliquée en dehors du Conseil de sécurité de l'ONU doit prendre fin. Tout comme doit prendre fin la pratique de l'Occident consistant à manipuler la politique de sanctions du Conseil pour exercer des pressions sur ceux qui lui déplairaient. L'égoïsme de la majorité occidentale se manifeste par des tentatives d'ukrainiser l'ordre du jour des discussions internationales, repoussant en second plan toute une série de conflits et de crises régionales non réglées, dont certains perdurent depuis des années, voire des décennies. Une normalisation complète de la situation au Proche-Orient sera impossible sans résolution de la question principale, à savoir le règlement du conflit prolongé israélo-palestinien, en s'appuyant sur les résolutions de l'ONU et sur l'initiative de paix arabe proposée par l'Arabie saoudite. Les Palestiniens, depuis plus de 70 ans, attendent cet État qui leur a été promis en grande pompe. Mais les Américains, qui monopolisent le processus de médiation, font tout pour que cela ne se produise pas. Nous appelons tous les pays ayant le sens des responsabilités à s'unir dans leurs efforts pour créer des conditions qui permettront une reprise des pourparlers directs sur la question israélo-palestinienne. Nous nous réjouissons du fait que la Ligue des États arabes retrouve un second souffle, jouant un rôle dans la région. Nous nous félicitons du retour de la République arabe syrienne dans la famille arabe, qui a également lancé un processus de normalisation entre Damas et Ankara, processus que nous essayons d'appuyer avec nos collègues iraniens. Il s'agit d'avancées positives qui viennent renforcer les efforts du format d'Astana pour régler la situation en Syrie en se fondant
sur la résolution 2254 du Conseil de sécurité ayant pour objectif de rétablir la souveraineté de la République arabe syrienne. Nous espérons qu'avec le concours de l'ONU, les Libyens pourront préparer comme il se doit les élections générales dans leur pays qui a tant souffert et qui, depuis plus de 10 ans, ne parvient pas à se remettre des conséquences de l'agression lancée par l'OTAN, qui a anéanti l'État libyen et ouvert les vannes permettant la diffusion du terrorisme dans la région du Sahara et du Sahel, engendrant également des vagues de migrants illégaux vers l'Europe et d'autres régions du monde. Les analystes le relèvent. Dès que Omar Kadhafi a renoncé à son programme nucléaire militaire, il a été éliminé. L'Occident a ainsi gravement mis en péril tout le régime de non-prolifération nucléaire. Nous sommes préoccupés également par le fait que Washington et ses alliés asiatiques alimentent une hystérie militaire dans la péninsule coréenne. On y voit s'accumuler le potentiel stratégique des États-Unis. Les initiatives russo-chinoises proposant de considérer en priorité les problèmes humanitaires et politiques sont quant à elles rejetées. L'évolution tragique de la situation au Soudan n'est rien d'autre qu'une nouvelle conséquence des expérimentations désastreuses de l'Occident en matière d'exportation des dogmes démocratiques libéraux vers ce pays. Nous soutenons les initiatives constructives visant à régler aussi rapidement que possible le conflit interne au Soudan et surtout, en premier lieu, par le biais d'un soutien apporté au dialogue direct entre les parties en conflit. En observant la nervosité de l'Occident face aux derniers événements en Afrique, notamment au Niger et au Gabon, impossible de ne pas penser à la réaction de Washington et de Bruxelles face à ce que j'ai déjà mentionné, à savoir le coup d'État sanglant en Ukraine en février 2014. Au lendemain de l'accord sur le règlement de la situation, avec des garanties de l'Union européenne, accord qui a été simplement foulé aux pieds par l'opposition. Les États-Unis et leurs alliés ont soutenu ce coup d'État-là, le saluant comme une manifestation de la démocratie. Nous sommes forcément préoccupés par la dégradation qui se poursuit dans l'entité serbe du Kosovo. Les livraisons d'armes aux Kosovars, le concours qui leur est apporté pour créer une armée du côté de l'OTAN constituent une violation flagrante de la résolution fondatrice 1244 du Conseil de sécurité. Le monde entier voit se répéter dans les Balkans la triste histoire des accords de Minsk consacrés à l'Ukraine, qui prévoyaient un statut spécial pour les républiques du Donbass, et que Kiev a saboté ouvertement avec le soutien de l'Occident. Aujourd'hui encore, l'Union européenne refuse de forcer ses protégés du Kosovo à respecter les accords de Belgrade et de Pristina de 2013, portant création d'une communauté de municipalités serbes au Kosovo et qui serait dotée de droits spéciaux à utiliser leur langue et à vivre dans le respect de leurs traditions. Dans les deux cas, l'Union européenne était garante de ces accords et il semble que leur devenir soit le même. La qualité du sponsor détermine visiblement la qualité du résultat. Bruxelles, aujourd'hui, impose ses efforts de médiation à l'Azerbaïdjan et à l'Arménie, entraînant une vaste déstabilisation avec Washington au Caucase du Sud. La question aurait pu être réglée par le biais de la reconnaissance la souveraineté des deux pays a été reconnue mutuellement. Il est donc temps de laisser ces deux pays vivre dans la paix. Le contingent de paix de la Fédération de Russie contribuera de toutes ses forces à cette cause. Nous appelons à mettre fin au processus de décolonisation, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale, à mettre fin aux pratiques coloniales et néocoloniales. Une illustration des règles que l'Occident veut imposer au monde entier est la destinée des engagements pris en 2009 consistant à verser 100 milliards de dollars par an pour financer des programmes d'adaptation au changement climatique. Comparez donc ces promesses non tenues aux sommes que les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne ont consacrées à soutenir le régime raciste de Kiev, s'élevant jusqu'à 170 milliards de dollars depuis février 2022. Réfléchissez-y et vous verrez ce que font ces fameuses démocraties occidentales éclairées de leurs fameuses valeurs. Il est grand temps de réformer l'architecture de gouvernance mondiale. Les États-Unis et leurs alliés doivent renoncer à des mesures de dissuasion artificielles. Ils doivent cesser d'empêcher une répartition des quotas au FMI dans la Banque mondiale en termes de vote. Ils doivent reconnaître le poids financier et économique réel des pays du Sud global. Il faut également débloquer immédiatement le travail de l'organe de règlement des différends de l'OMC.
L'élargissement du Conseil de sécurité est une autre problématique urgente. Cela doit impliquer une inclusion de davantage de membres représentant la majorité mondiale des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Il est essentiel que les nouveaux membres du Conseil, permanents comme non permanents, puissent jouir d'une autorité dans leur région et dans les organisations de portée mondiale, telles que le mouvement des non-alignés, le groupe des 77 et l'Organisation islamique de coopération islamique. Il est temps de songer également à des méthodes plus justes au sein du secrétariat de l'ONU. Cela fait des années que les critères ne reflètent pas pleinement le poids des différents États et permettent une domination excessive de pays appartenant à l'OTAN ou à l'Union européenne. Les systèmes de contrats permanents offerts rattachent les détenteurs de ces contrats aux sièges qui sont pour la plupart installés dans des capitales appliquant la politique de l'Occident. Il faut soutenir la réforme de l'ONU. Il faut respecter à cette fin, respecter l'équilibre des intérêts. Le groupe BRICS, qui a étendu son autorité suite au sommet de Johannesburg, compte jouer un rôle car il a largement étendu son influence au niveau mondial. Au niveau régional, on observe une renaissance d'organisations telles que l'Union africaine, la CELAC, la Ligue des États arabes, le Conseil de coopération du Golfe et d'autres structures. Dans la zone d'Eurasie, on voit se développer l'harmonisation des processus d'intégration dans le cadre de l'Organisation de Shanghai pour la coopération, de l'ASEAN, de l'Organisation du traité de sécurité collective, de la Communauté eurasienne économique, de la CEI, du projet chinois, une ceinture, une voie. On voit se former un vaste partenariat eurasiatique qui est ouvert aux pays de notre continent commun, sans exception. Ces tendances positives sont contredites par des tentatives de plus en plus agressives de l'Occident de conserver sa domination dans la politique mondiale, dans l'économie et dans le domaine financier. Or, il va de l'intérêt de chacun d'éviter la fragmentation du monde et l'isolement, la division en blocs et en macro-régions. Mais si les États-Unis et leurs alliés refusent de se mettre d'accord sur la transformation de ces processus en processus équitables, où l'on travaillerait sur un pied d'égalité, alors les autres peuvent en tirer les conclusions et songer à des mesures qui permettront d'obliger les autres à tenir compte de leurs perspectives, de leur développement socio-économique et technologique, en s'opposant aux instincts néocoloniaux d'anciennes métropoles. Le problème principal en Occident est que les pays sont prêts à se mettre d'accord, notamment dans le cadre du G20. Cela a été révélé dans le cadre du sommet qui a eu lieu en Inde. La principale conséquence de ce sommet est que le G20 doit être dépolitisé. Il doit pouvoir travailler à ses objectifs premiers, à savoir développer des mesures acceptables pour tous dans le domaine de l'économie et des finances. Il est essentiel de profiter de ce moment. Toutes ces tendances doivent être prises en compte par le secrétariat de l'ONU. Sa mission est de réunir les États membres sous la houlette de l'ONU, et non pas à ses marges. L'ONU a été fondée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et toute tentative de revoir le bilan de cette guerre sape le travail de l'Organisation des Nations Unies. En tant que représentant d'un pays qui a contribué de manière significative à la défaite du nazisme et du militarisme japonais, je voudrais attirer votre attention sur ce point, et sur des points tels que la réhabilitation des nazis ou des collabos dans différents pays d'Europe, et en premier lieu en Ukraine et dans les pays baltes. Ce qui nous interpelle, c'est que l'année dernière, parmi les pays à avoir voté contre la résolution de l'Assemblée générale sur l'inadmissibilité de la glorification du nazisme, on a pour la première fois retrouvé l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Cette triste réalité fait planer le doute sur la sincérité du repentir des États mentionnés pour les crimes contre l'humanité à grande échelle commis au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Nous appelons à prêter une attention particulière à ces métamorphoses qui vont à rebours de la position de la majorité des pays du monde et des principes de la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, comme tant de fois par le passé, l'humanité se trouve à nouveau à la croisée des chemins. Le déroulement de l'histoire dépend de nous seuls. Il est dans l'intérêt de tous de ne pas nous laisser nous précipiter dans une grande guerre, de ne pas laisser démolir entièrement une architecture et des mécanismes bâtis par des décennies de collaboration au niveau international. Le secrétaire général a proposé une initiative pour organiser l'année prochaine le sommet de l'avenir.
Le succès de cette manifestation dépendra de la capacité à tenir des intérêts de tous les États membres et de la capacité à respecter le caractère intergouvernemental de l'organisation. Dans le cadre de notre rencontre du 21 septembre, au sein du groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies, nous nous sommes mis d'accord pour soutenir activement un tel résultat. Comme l'a dit M. Guterres lors d'une conférence de presse toute récente, si nous voulons la paix et la prospérité, fondée sur l'égalité et la solidarité, alors les dirigeants ont la responsabilité toute particulière de parvenir à un compromis pour créer un avenir meilleur pour le bien commun. C'est une bonne réponse à ceux qui essayent de diviser le monde en démocratie et autocratie et qui cherchent à dicter à tous ces règles néocoloniales. Je vous remercie.